Merci Peter. Alors nous avons maintenant le plaisir et j'allais dire le très grand intérêt d'entendre Angèle Gurria, secrétaire générale de l'OCDE. Et pour l'accueillir, j'appelle Christophe Demestre, président de Siemens France, qui est aussi un partenaire des États de la France et qui va introduire cette séquence. Monsieur le secrétaire général, il me revient de vous accueillir au nom de tous à l'occasion de cette 7e édition des États de la France. Comme vous le savez, l'ambition des États de la France est de photographier la France dans tous ses états, devant un public, celui qui est devant vous ce matin, qui est très majoritairement composé de hauts responsables français de grandes multinationales étrangères. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre pays auprès de notre maison mère. Comme la France est irriguée par des investissements étrangers, ce n'est pas un enjeu naturellement mineur. Nos capitaux étrangers représentent une richesse pour la France. Les capitaux étrangers représentent le tiers du PIB, le quart des emplois industriels, 34% des exportations industrielles, 27% de l'investissement industriel et enfin 20% des dépenses en R&D. Notre capacité à convaincre les quartiers généraux de faire le choix de notre pays dépend très largement de notre compétitivité. Donc la France est au centre de notre demande et notre questionnement. Cette question va être au cœur de nos débats aujourd'hui. La compétitivité pour nous signifie l'attractivité. L'état de la France dans une économie globalisée dépend aussi de l'état du monde. Personne, monsieur le secrétaire général de l'OCDE, n'est mieux placé que vous pour nous apporter un éclairage pertinent sur l'économie globale. Et nous avons fait faire part de vous, et nous sommes heureux d'entendre vos recommandations pour que la France demeure une puissance économique de premier plan. Je vous cède maintenant la parole et je suis très heureux et curieux d'entendre vos recommandations sur notre futur. Monsieur le Président, Monsieur Servoudaki, Monsieur Semski, Monsieur Demestre et Mesdames les ambassadeurs, je vois ici de la Nouvelle-Zélande, de la France, auprès de l'OCDE au moins. Mesdames, Messieurs, amis, c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir votre conférence sur les États de la France. J'espère ainsi orienter un peu vos débats en vous soumettant notre vision actuelle des perspectives économiques globales et des enjeux pour la France. Nos dernières prévisions, comme vous le savez, sans doute, sont plutôt sombres, du fait notamment d'une dégradation de la confiance. Les perspectives globales se sont en effet encore détériorées et nous ne prévoyons qu'une reprise hésitante, inégale pour l'ensemble de l'OCDE pour les 2 années à venir. La zone euro restera en récession, ou proche de la récession, en 2013, tandis que la croissance devrait redémarrer graduellement aux États-Unis et au Japon. Si une reprise plus forte est attendue dans les économies émergentes, elle reste cependant bien moins soutenue que ce que nous espérions, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Le plus préoccupant est que les risques négatifs dominent les prévisions. La crise dans la zone euro reste le danger le plus sérieux, alors que le mur fiscal, le précipice fiscal, c'est également difficile si on tombe dans le précipice ou si on frappe le mur. De toute façon, c'est dur. Et dans les États-Unis, ça pourrait signifier très, très facilement d'aller dans la récession encore une fois. Parce que c'est un choc de 4%, entre 4 et 5% de l'économie, et ça, naturellement, ferait que l'économie des États-Unis entre en récession une autre fois
Et aussi, naturellement, ce n'est pas seulement l'économie des États-Unis, c'est l'économie plus grande du monde, avec l'impact dans toutes les économies du monde, mais surtout, encore une fois, l'impact sur la confiance, l'impact sur l'avenir. Ces scénarios moroses ne sont cependant pas inévitables. Des actions résolues de la part des décideurs politiques pourraient remettre l'économie mondiale sur la voie de la croissance. C'est la première fois, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que je crois qu'on est en position de dire quelque chose comme ça. Parce qu'on a eu tant de problèmes. Aujourd'hui, on a la possibilité de dire quelque chose comme ça. On a la possibilité de dire qu'un scénario plus positif est donc possible, où la crise de la zone euro est définitivement résolue, où les finances publiques américaines retrouvent une trajectoire soutenable à moyen terme et où des progrès sont accomplis sur le front des réformes structurelles. Alors, comment engendrer ces scénarios positifs? En Europe, les défis principaux restent de résoudre la crise de la dette souveraine, de réparer le système bancaire et créer de la croissance et des emplois par des réformes structurelles. Parce qu'on a presque épuisé la capacité de la politique monétaire, on a presque épuisé la capacité de la politique fiscale, ça veut dire des dépenses publiques. Il nous reste les réformes structurelles. Pour ce faire, les mécanismes créés pour faire face à la crise doivent être activés sans plus attendre. Ça veut dire qu'on a passé 2 ans pour créer les institutions, pour créer les mécanismes, pour négocier à 17, à 27. Et les mécanismes sont déjà là, l'union fiscale, la discussion sur l'union bancaire et la question de la capacité de la Banque centrale européenne d'agir sur les marchés secondaires des obligations des pays européens, et le lien entre la demande d'appui d'un pays pour son économie, en même temps la capacité ça veut dire pour détourner la capacité de la Banque centrale européenne d'agir sur les marchés secondaires, de stabiliser les rendements. Et tout ça, c'est fait déjà. Tout ça, c'est dans la table. Alors, aujourd'hui, il faut naturellement le mettre en opération. Et des mesures importantes viennent d'être annoncées pour alléger le poids de la dette souveraine en Grèce, que vous avez évoqué, Monsieur le Président, notamment par le rachat volontaire de la dette privée, qui passe, à fur et à mesure qu'on parle ici, on a déjà mis dans le marché cet rachat de la dette privée. Elles doivent être pleinement mises en œuvre, accompagnées d'un vaste programme de réformes structurelles pour renforcer la compétitivité de l'économie grecque. Après l'union budgétaire, il est également maintenant nécessaire de créer une véritable union bancaire afin de compléter l'architecture de la zone euro. Il s'agit d'introduire une supervision commune, des mécanismes de résolution des faillites transfrontalières, des systèmes communs de garantie de dépôt et un filet de sécurité budgétaire à l'échelle de la zone euro. L'Europe doit aussi renforcer la capitalisation de ses banques. L'Europe doit finir la capitalisation de ses banques. On n'est pas encore là. Ce scénario positif requiert enfin que les États-Unis non seulement évitent à court terme le mur fiscal, le précipice fiscal, mais remettent également leurs finances publiques sur une trajectoire soutenable sur le long terme. Ça peut être encore plus difficile parce que le mur fiscal, c'est si dur que peut-être on va pas aller là. Mais la question, c'est dans quel contexte de moyen et long terme est-ce qu'on met la négociation et les efforts pour couper le déficit de cette année, de l'année prochaine. Il nous manque une vision de 10 ans, de 15 ans dans les États-Unis. Et ça, comme vous savez, c'est toujours difficile parce qu'aujourd'hui, l'ambiance politique n'est pas nécessairement le meilleur. Mais les scénarios positifs ne concernent pas uniquement le court terme. Nous avons récemment
publié des prévisions jusqu'à 2060, aussi, si le président l'a évoqué. Il montre sans ambiguïté un basculement de la croissance vers les économies émergentes et qu'à défaut d'un programme de réforme structurelle ambitieux, les déséquilibres mondiaux pourraient se creuser à nouveau durant les prochaines décades. De tels déséquilibres pourraient une fois de plus miner la croissance et, plus important peut-être, miner la confiance. Pour l'éviter, les réformes structurelles sont une fois de plus clés. Et le sont d'ailleurs déjà dans le court terme pour créer des emplois et accroître l'investissement. Tous les pays doivent ainsi faire des efforts, pas uniquement ceux en crise aiguë. Ça, c'est très important parce qu'on pense toujours à la Grèce, on dit le Portugal, on dit l'Irlande, etc. Mais on a vu la pression des marchés sur l'Espagne et l'Italie parce qu'ils ne donnaient pas des signaux suffisamment clairs de leurs efforts budgétaires et de réformes structurelles. Et je répète, tous les pays doivent ainsi faire des efforts, pas uniquement ceux en crise aiguë. Et ça, naturellement, inclut la France. Les mesures courageuses prises par l'Italie et l'Espagne sont des exemples à suivre. Mais ici, ce sont des exemples qui, quand on ne prend pas les mesures dans le bon temps, avec la bonne opportunité, les marchés sont énormément durs et continuent à faire la pression, même si on prend les décisions. Même après 1 ou 2 ans d'avoir pris les décisions, ça continue à faire la pression sur le marché. Alors, dans cet encadrement, dans ce contexte, la France a tout particulièrement besoin de progresser sur le front des réformes structurelles. À défaut, les perspectives y resteront pour le moins moroses. Nos prévisions indiquent une croissance en berne pour la France, 0,3 pour le 2013 et 1,3 pour le 2014. Dans ce scénario, le chômage continuerait de croître pour atteindre 11,4 à la fin de 2014. Mais une autre trajectoire est possible. Pour sortir de l'ornière, il faut que la France poursuive sa consolidation budgétaire tout en renforçant et approfondissant son programme de réformes structurelles pour améliorer la compétitivité. Le gouvernement a déjà montré sa détermination en matière de consolidation budgétaire et a renforcé la crédibilité du cadre fiscal grâce à la création du Haut Conseil des finances publiques. L'objectif de déficit de 4,5% pour 2012 va être rempli. Les objectifs pour 2013 et 2014 impliquent une réduction du déficit structurel de 2,6%, ce qui reste très ambitieux au regard des turbulences actuelles. Il faudrait donc permettre aux stabilisateurs automatiques de jouer pleinement si la croissance s'avère plus faible que prévu. Mais il reste urgent de réduire les dépenses publiques. La consolidation prévue pour 2013 s'appuie en effet surtout sur une hausse des recettes, alors que la France présente déjà un niveau de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés de l'OCDE. Les marges de manœuvre sont donc du côté de la dépense. Mais les dépenses en France sont également parmi les plus élevées de l'OCDE. Pour la diminuer, il est essentiel d'étendre les efforts d'efficacité du secteur public à tous les échelons de l'administration publique et de simplifier le millefeuille administratif. Des économies significatives pourraient également être faites en matière de dépenses de santé, sans remettre en cause la qualité de soins. Ceci est possible en améliorant notamment la pertinence des actes et en renforçant l'utilisation
des médicaments génériques. La structure fiscale pourrait aussi être rééquilibrée en diminuant les contributions sociales, en augmentant les taxes environnementales et celles liées à l'immobilier, et en éliminant les niches fiscales coûteuses et inefficaces. Il est ainsi possible et nécessaire de combiner réforme fiscale et réduction des inégalités. De manière plus générale, la confiance serait renforcée par des réformes structurelles en matière d'éducation, de marché du travail et de concurrence. Et ne nous y trompons pas, ces réformes peuvent là encore améliorer la compétitivité, mais aussi renforcer l'équité. La réduction de la dualité du marché du travail en est un bon exemple. C'est ce sur quoi se penchent actuellement patronat et syndicats. Et il est urgent d'aboutir à un compromis. La segmentation actuelle du marché du travail fait en effet peser sur les plus fragiles les ajustements nécessaires pour s'adapter à la concurrence mondiale. De même, le coût élevé du travail au niveau des bas salaires pèse particulièrement sur l'emploi de jeunes et des moins qualifiés. Les réformes devraient aboutir à plus de compétitivité et plus d'équité. En matière d'éducation, renforcer la formation professionnelle et la formation continue, tout comme développer l'apprentissage, permettrait de mieux répondre aux exigences de l'économie en matière de compétences. Cela réduirait à la fois le creusement des inégalités liées à l'obsolescence des qualifications ou au décrochage scolaire des jeunes. À tous ces égards, le pacte de compétitivité récemment annoncé par le gouvernement est un pas important dans la bonne direction. Il devrait permettre de soutenir la création d'emplois, l'investissement et les exportations. La France doit ainsi continuer à se battre pour échapper au scénario morose d'une croissance atone. Le gouvernement a imprimé une forte impulsion à son agenda de réformes. Il doit désormais maintenir le cap, renforcer et approfondir les réformes. Et c'est dans un environnement global qui restera sans aucun doute encore turbulent dans les mois, si ce n'est que les années qui viennent. Cela requiert des décisions politiques courageuses et une constance dans leur mise en œuvre. La priorité doit demeurer au renforcement de la compétitivité. La compétitivité que seule pourra garantir un retour de la croissance, un recul du chômage et un redressement des comptes publics et extérieurs. Ce renforcement est indispensable pour que la France puisse bénéficier au mieux de la mondialisation des échanges et de l'investissement, tout en préservant ses atouts, la qualité de ses services publics, mais surtout, mesdames, messieurs, les éléments essentiels de son modèle social. Je mentionne la compétitivité, les orateurs qui m'ont précédé aussi mentionnaient la compétitivité. Il faut vous dire que c'est une préoccupation, un souci partagé. On était avec le président de la République, avec la chef du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de le Bureau international du travail, M. Rieder, et aussi de M. Lamy de l'OMC, pour parler que de la compétitivité dans le contexte international, mais aussi parler de la France. M. Monti m'a invité à Rome pour présenter un programme
qu'on a rédigé avec les Italiens pour parler de la productivité, comment augmenter la productivité et la compétitivité. Le jour après de nous avoir rassemblés ici et d'avoir reçu le président de la République chez nous à l'OCDE, on a tous déménagé, les mêmes cinq chefs des organisations internationales, vers Berlin pour nous et parler avec Mme Merkel, qui nous a demandé de comment augmenter et comment renforcer la compétitivité de la zone euro, mais aussi de l'Allemagne. Monsieur Peña Nieto, le nouveau président du Mexique, après avoir l'entretien avec Monsieur Hollande, il nous a visités à l'OCDE. Il a passé 3 ou 4 heures avec nos experts pour parler sur la compétitivité et la productivité du Mexique. Ça veut dire que, je vous donne seulement des petits exemples. Monsieur Hérault voulait parler de la compétitivité, de la productivité, de l'innovation, très particulièrement la question de l'innovation dans le contexte. Mais ça veut dire que les grands chefs, les grands leaders politiques aujourd'hui se préoccupent et s'occupent de choses qu'avant, c'était les responsabilités des ministres ou des experts, des techniciens. Mais eux tous ont la conscience et une nouvelle sagesse sur l'importance de la compétitivité, de la concurrence et pour le succès de leur mandat. Mesdames, Messieurs, un scénario positif de sortie de crise pour la France comme ailleurs est donc possible. C'est ça mon message aujourd'hui. La France doit utiliser le fenêtre de tir actuel pour redresser sa compétitivité sans tergiversation, avec énergie, avec ténacité. C'est un exercice pas seulement de pensée et d'exécution, mais aussi de signal. C'est une espèce de message, de langage au monde. Vous avez vu qu'il y a 2 semaines, un mauvais article dans le Financial Times, une mauvaise couverte de la une de l'Économiste, l'agence de notation Standard & Poor's, Moody's, qui a réduit la notation française. Ça veut dire que les choses peuvent changer dramatiquement d'un moment à l'autre, parce que l'ambiance est si fragile, parce que les marchés sont si je dirais, même ils agissent contre leur propre intérêt. Et les marchés sont un peu automates, hein? Mais l'ambiance peut changer d'un moment à l'autre parce qu'il y a tant de choses qui peuvent passer. Vous l'avez évoqué, ça, tous les éléments sociaux, militaires, géostratégiques, etc., au-delà des politiques économiques bonnes ou mauvaises qu'adoptent les pays concernés. Alors, la France doit et peut le faire en continuant à lutter sans relâche contre l'accroissement des inégalités. Et il ne faut pas non plus perdre de vue la nécessité absolue de verdir notre modèle de croissance. Cela permettrait non seulement de renforcer la compétitivité, mais aussi de créer de nouveaux emplois et de contribuer à l'assainissement budgétaire. Mesdames, Messieurs, les impératifs de court terme ne doivent en effet pas cacher les défis de long terme. Un modèle de croissance qui nous conduit à terme à une collision avec la nature et qui ne permet pas de partager ces bénéfices avec tous est voué à l'échec. Et c'est plus rapidement que nous voulons bien l'admettre. Mais nous pouvons éviter cet échec ainsi que les scénarios médiocres de court terme qui se profilent actuellement. Cela requiert des décisions courageuses et à nous de les appuyer, de les guider, de les expliquer. J'espère que votre débat aujourd'hui y contribuera. Merci.